Bon, nous voilà à la perceuse. J'ai gardé le même forêt et j'ai réglé la machine à la même vitesse, aux alentours de 1000 révolutions par minute. Je veux contrôler les variables et je vais même utiliser la même huile de coupe. Je veux garder tout égal. Bon, maintenant, avec le même alésoir qu'on a utilisé sur la fraiseuse et la même vitesse de rotation, on va alaiser les trous A. Bon, les 4 trous sont percés, sont complétés, percés, alaisés. On peut maintenant retirer la pièce de l'étau et se diriger vers la surface de travail ou le marbre pour vérifier l'emplacement de ces trous-là. Donc, j'ai mon bloc et j'ai mes 4 goupilles, goupilles de précision, qui sont assemblées par un très léger assemblage par interférence, très léger, et je me suis assuré d'appliquer une goutte d'huile sur mes goujons avant de les assembler dans le bloc. On ne veut pas assembler ça à sec, l'acier trempé se soude rapidement sur l'aluminium quand il n'y a pas de lubrification. Donc, c'est assemblé, c'est prêt à partir. Là, j'ai mesuré rapidement avec mon pied à coulisse pour découvrir qu'ils sont très très proches d'être identiques, mais ils ne sont pas tout à fait identiques. Et pour avoir avec certitude la bonne mesure, j'ai sorti des cale-étalons, puis on pourra effectuer une mesure comparative. Donc, on va déposer notre bloc, on va s'approcher de la pièce pour voir cette mesure comparative finale. Donc, j'ai mon bloc et mes 4 goujons et je veux comparer la distance A à la distance B. J'ai déjà produit mes montages de cale-étalon. J'ai un montage de base centrale qui va être utilisé dans les deux cas de 690 millièmes de pouce. Donc, je vais l'installer pour ma première mesure. Et ensuite, un montage secondaire pour l'assemblage A, parce que j'ai déjà effectué la mesure. J'ai déjà fait le travail, on fait juste le regarder ici. Et ce montage-ci est de 308 millièmes de pouce. Pourquoi 308? Parce que c'est le montage que j'ai trouvé qui s'assemblait le mieux pour occuper l'espace et être juste légèrement serré entre les deux goupilles. Et bien important de dire juste légèrement. Donc ici, j'ai 998 millièmes de pouce. Et si maintenant je transfère pour l'espacement des trous B,
j'ai un montage ici de 309 et 3/10 millième. Donc 309 millièmes et 3/10 millième. Et si je l'installe ici, je vois que j'ai la même sensation que j'avais dans le premier cas. Donc le montage ici m'indique que l'espacement de ces deux trous-ci est de 999 millièmes et 3/10 millièmes. 998, 999 et 3/10 millièmes. La différence entre l'espacement des trous A et l'espacement des trous B est donc de 1,3 millième de pouce. Bien, 1,3 millième de pouce de différence entre la première paire de trous et la deuxième paire de trous, bien, c'est surprenant. Mais pas vraiment, je m'attendais à ça et c'est quelque chose que je sais depuis longtemps. De percer et d'alléger des trous qui ont été pointés précisément sur une fraiseuse, mais c'est une méthode précise de positionner des trous. Et c'est ce qu'on a vu. Fait que la démonstration servait à ça, à prouver le point. Et si je veux ajuster la hauteur de la tête sur ce genre de fraiseuse, simplement pour accommoder un allésoir qui est un petit peu long, bien, c'est un peu une perte de temps. Si j'ai une bonne perceuse, je n'ai qu'à transférer et finir les trous sur cette perceuse-là et me sauver du temps et des maux de tête. Là, ça m'indique que si je planifie un peu et j'utilise la technique de l'outil la plus longue, et si ça ne marche pas, bien que j'utilise la technique de l'usinage avec machine tandem, ce qu'on vient juste de faire. Ça veut dire d'utiliser une perceuse en tandem avec notre fraiseuse pour éviter d'être obligé de bouger la tête. Mais qu'on peut s'en sauver pour les mouvements de tête verticale et c'est ce que je préfère utiliser comme technique. Par contre, si on veut bouger la tête de la machine pendant qu'on fabrique une pièce et qu'on veuille maintenir notre alignement, bien, il y a 3 techniques de base. Bien, il y a plusieurs techniques, mais on va regarder 3 techniques de base. Une technique qui est le zéro machine, okay, que j'appelle la technique du zéro machine, qui est un zéro à l'extérieur de la pièce. Il y a la technique de monter un comparateur dans la broche de la machine et on verra comment effectuer cet alignement-là ou ce mouvement-là. Et finalement, il y a la technique du laser, qui est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais on va s'installer un laser sur la machine, puis on va tester cette technique-là pour voir si c'est quelque chose d'assez précis. Donc, allons à la machine regarder ces 3 techniques d'alignement de la tête. Bon, ben, voici la fraiseuse et voici le petit laser. C'est un niveau à laser qui est fixé sur le côté de la machine avec des aimants. C'est temporaire. Je n'ai jamais utilisé cette technique, mais si l'essai qu'on va faire ici me démontre que c'est une façon précise de travailler, bien, je vais probablement l'installer de façon permanente, fort probablement sur le côté de la tête ici, là, sur la pièce coulée de la tête comme telle. Par contre, j'ai un problème ici, qui est que je sais que la broche de ma machine, elle est très perpendiculaire à ma table. Mais la machine au complet, je ne suis pas certain qu'elle est réellement positionnée à l'horizontale. Et ça veut dire que ma broche, pas ma broche, mais que ma colonne pourrait être un petit peu hors verticale. C'est pas un gros problème. En autant que la ligne que je vais projeter sur le mur là-bas soit au même angle que la colonne. Et pour faire ça, pour m'assurer que j'ai la réflexion de l'angle de la colonne sur le mur là-bas, bien, je me suis fait une petite installation. Fait que regardons ça. Donc, je sais que j'ai un problème. Je veux m'assurer que l'angle de la colonne ici et que l'angle sur la ligne sur le mur là-bas soit identique. Et pour ça, bien, je vais suivre l'axe ici. J'ai monté un goujon, une goupille d'1,5 pouce dans mon mandrin porte-forêt et je vais le descendre pour qu'il vienne en interférence avec le bloc en V ici. Une fois qu'il est dans le bloc en V,
je vais barrer tout ça en place, le bloc en V sur la table et le goujon dans le bloc en V. Et je vais dire, ça c'est mon point 0. Donc je vais allumer mon laser, je vais aller au mur et je vais faire une marque à l'endroit où le laser frappe le mur. Ensuite, je vais monter la tête de la machine par à peu près 5 pouces parce que j'ai à peu près 5 pouces de mouvement sur la broche. Une fois à hauteur, je vais redescendre la broche, pas la tête, mais juste la broche. Je vais redescendre la broche pour revenir à l'intérieur de mon bloc en V, resserrer le tout en place et aller au mur, marquer mon deuxième point qui va être évidemment 4 ou 5 pouces plus haut que le premier. Une fois que j'ai ces deux points-là sur le mur, bien, je peux tracer une ligne à travers les deux points qui devrait être la réflexion de l'angle de la colonne de cette machine-ci. Donc, effectuons cette opération-là. Bon, mon premier point est sur le mur. Je vais maintenant lousser un tout petit peu la goupille du bloc en V. Je ne vais pas bouger le bloc en V. Je ne vais pas bouger la table dans aucun axe. Je vais juste desserrer légèrement, desserrer la goupille du bloc en V. Je vais ensuite monter la tête 4 ou 5 pouces, redescendre la broche seulement pour ramener la goupille dans le bloc en V, resserrer la goupille en place et aller marquer mon deuxième point sur le mur. Bon, tout est serré en place ici. Je devrais être dans la même position, à peu près 5 pouces plus haut que j'étais pour la première marque. Allons donc produire ou marquer notre deuxième position. Et maintenant, on peut dessiner notre ligne. Bon, normalement, quand je produis une vidéo, le côté produire le matériel brut, le vidéo brut, ça ne me prend pas tant de temps. J'ai pas beaucoup de problèmes de continuité dans ce temps-là. Mais là, cette vidéo-ci, ça fait plusieurs semaines, avec le printemps et tout ce qui se passe, ça fait plusieurs semaines, ou quelques semaines au moins, que je filme, puis j'ai de la difficulté à maintenir une certaine continuité. J'ai commencé avec un coton watté bleu marin, puis ensuite j'ai été à un t-shirt rouge, puis maintenant je suis rendu avec un polo bleu poudre. Fait que je me suis dit, laisse tomber tes cheveux, arrête de t'énerver avec la continuité, puis même si visuellement ça n'a pas trop de sens, ben on sait que tout se suit ici en fait d'opération, même si entre ce que je fais là puis ce que je viens juste de faire, il y a quelques jours de différence. Mais là, ma ligne est encore sur le mur, mon laser est encore dessus, j'ai baissé la table, je me suis replacé dans mon V avec ma goupille de demi-pouce, puis tout est encore aligné, fait que c'est bon signe que le système fonctionne. J'ai fait un petit calcul rapide pour découvrir avec le centre à centre de colonne à broche ici et de colonne jusqu'au mur là-bas,
j'ai un ratio d'environ 18 pour 1. Puis ça veut dire que 1 millième d'erreur de positionnement radial ici sur la goupille va me donner à peu près 18 millièmes d'erreur sur le mur là-bas. C'est pas énorme, mais c'est quand même respectable comme ratio. Évidemment, si mon mur était plus loin, ça serait un meilleur ratio. Par contre, avec l'âge, moi je vois de moins en moins bien. Fait qu'il y a une limite à la distance. Il y a certaines personnes suggèrent sur l'Internet d'utiliser des miroirs pour ramener le rayon à la machine, puis pour simplifier toute l'opération. Par contre, ça introduit toutes sortes de nouvelles variables, d'angularité, de réfraction, etc., de réflexion, etc., que je veux pas, que je peux difficilement contrôler là, dans la vidéo, puis puisque je veux ici vérifier l'exactitude de la technique, ben, on va juste éliminer ces variables-là. Je n'utiliserai pas de miroir pour allonger ma longueur. Mais 18 pour 1, c'est quand même pas mal bon. Ce que je veux faire ici, c'est un essai à l'aveugle, dans le sens que je veux pratiquer un mouvement sans me fier sur ce que je vois sur le mur. Ensuite, aligner la tête en regardant la ligne et ensuite revenir avec mon petit comparateur à cadran Starrett, que ça doit bien faire 40 ans que j'ai, puis qui me sert encore très bien. Je vais revenir indiquer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lousser ou desserrer le mandrin porte-forêt de la goupille. Je vais laisser la goupille dans le bloc en V. Je ne veux pas perdre cette position-là. Je vais monter la tête. Ensuite, je vais l'aligner visuellement. Et je vais monter mon comparateur et voir comment proche que je vais être. OK? Juste visuellement. Fait que, faisons cet essai-là. À peu près 5 millièmes de pouce. Là, il y en a qui diraient que 5 millièmes de pouce, c'est pas tellement bon. Mais ça, c'est en indiquant bord à bord la goupille, ce qui veut dire que le centre de l'axe se situe à la moitié de cette distance-là, en fait, de précision. Ce qui veut dire que mes axes sont alignés, ou je suis revenu à mon centrage en dedans de 2,5 millièmes de pouce. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain pour quelqu'un qui a des cheveux fins. Ceci étant dit, c'est quand même proche. Je n'ai pas particulièrement fait attention à mon alignement ici. J'ai été purement visuellement. Moi, Marc, aveugle comme une taupe l'écuyer. Je n'ai pas utilisé rien pour m'aider ici pour voir. J'ai été juste visuellement sur la distance qu'on a là. Si j'avais utilisé des longues vues, et puis regardez ceux-là, si on 100 ans, s'ils n'ont pas une journée, ça appartenait à mon grand-père. C'est des jumelles chevaliers. En tout cas, c'est pas jeune. Bien, si j'avais utilisé des jumelles, bien, j'aurais probablement pu me positionner un petit peu mieux. Et surtout, si j'avais une plus grande distance, là, évidemment, avec les jumelles, j'aurais pu aller peut-être à 25 pieds de distance. Puis à 25 pieds, bien, j'aurais eu une relation de 30 pour 1. Et ça commence à être intéressant. 1 millième d'erreur ici, 30 millièmes d'erreur là, ça commence à être quelque chose qu'on peut envisager. Donc, une méthode viable pour ramener la tête à son emplacement d'origine rapidement,
en dedans de quelques millièmes de pouce, certainement. Puis comme je dis, si je faisais attention, probablement proche d'un millième de pouce. Donc, très acceptable pour la plupart des travaux qu'on effectue autour de la maison. On pense qu'à l'épaisseur d'un cheveu humain, 2,5 millièmes de pouce pour un cheveu fin, mais ça commence à être pas mal proche. Là, il y a, bien évidemment, si on veut travailler avec très haute précision, ça ne marche pas, mais comme je dis, pour la plupart des travaux courants, c'est excellent. Il y a deux autres méthodes qu'on veut regarder. La méthode du palpage, que j'aime pas beaucoup, que je vais juste expliquer à la fin, et la méthode du zéro machine, ou d'un zéro dur qu'on appelle en anglais un hard zero. Donc, regardons ça, puisque je vais avoir besoin de ma goupille, de mon comparateur et de mon bloc en V. Regardons ça. Pour cette prochaine méthode de maintenir l'alignement de la tête d'une fraiseuse à colonne ronde après un mouvement vertical de la tête, mais on va avoir besoin de deux butées. Une butée sur l'axe X et une butée sur l'axe Y. Là, mon axe X, la plupart de ces machines-ci ont une rainure en T qui peut être utilisée pour fixer une butée avec sa contrepartie ici, qui va, lorsque positionnée, placer ou arrêter la table à un endroit spécifique dans l'axe X. Malheureusement, plusieurs de ces machines n'ont pas de butée dans l'axe Y. Et pour ce qu'on va faire, ben, on a besoin. Alors, je n'ai ajouté une. Et voici une façon facile d'ajouter une butée dans l'axe Y. Regardons ça un peu plus près. Il est en bas ici. Bon, elle est ici, la petite butée. Tout ce qu'on a, c'est une rondelle surdimensionnée qui est fixée sur le devant de la base de la machine, ou le socle ici. J'ai percé et taraudé un trou, dans ce cas-ci un 5, 16, 18, je crois, avec quelques rondelles supplémentaires pour donner un petit peu de rigidité, et ça produit une butée. Mais je ne veux pas nécessairement que cette butée-là soit dans le chemin tout le temps. Donc je peux, si on le conçoit de cette façon-là, le pivoter pour que le plat ou le méplat soit vers le haut. Et lorsqu'il est positionné comme ça, mais il n'empêche aucun mouvement dans l'axe Y, il ne sert à rien. Par contre, si je le pivote vers le haut, comme ça, et je le serre en place, ça devient une butée qui va, lorsque la table est à côté contre, positionner la table dans l'axe Y avec précision et de façon répétitive. Bon, mon axe Y est positionné, je suis à côté sur ma butée ici. Je peux maintenant venir à côté ma butée pour mon axe X. Et lorsque la butée sera à côté ici, ben, je vais être positionné à ce qu'on pourrait appeler un zéro machine en X et en Y. Zéro machine, un zéro physique, un zéro permanent. On peut l'appeler comme on veut, mais ce qu'on a ici, c'est un endroit sur la table où on peut retourner à tout moment si on se perd, si on bouge la tête, puis on ne sait plus où on est rendu, on peut retourner là puis savoir où on est. Et pour ça, ben, on a nos butées à côté. Puis une fois que nos butées sont à côté, je suis à un endroit connu qui ne changera pas. Mais là, après ça, je vais installer une goupille de référence ou une pin de référence. Quelque chose qui va être fixé pour toute la durée du projet ou de la pièce que je fabrique sur la table et qui va maintenir une position. Et dans mon cas ici, j'ai choisi d'utiliser un bloc en V et un goujon assez gros qui vont être alignés pour être parfaitement en ligne avec la broche, la machine. Important ici, je suis à côté. C'est l'objectif de savoir où on est. Donc quand j'ajuste la goupille en ligne avec la broche, je ne peux pas le faire en bougeant la table. La table doit rester à côté telle qu'elle est. Donc c'est le moment rêvé d'utiliser notre marteau de positionnement pour très délicatement positionner le bloc en V pour que le goujon qui le retient soit parfaitement en ligne avec la broche, la machine. Regardons ça. Et voilà, on peut voir clairement que la goupille est bel et bien en ligne, bien en dedans d'1 millième de pouce, avec l'axe de rotation de la broche.
Maintenant que mon zéro machine est positionné, je veux dire, il existe, il est là, bien, on va pouvoir retirer notre comparateur à cadran et installer un outil là. Je suis une machiniste paresseux, fait qu'on ne fera pas d'autres usinages ici, mais je veux quand même démontrer le principe. Fait enlevons le comparateur et installons un outil. Bon, j'ai mon zéro de ma pièce, mon zéro que je travaille avec sur ma pièce. J'ai mon zéro machine que j'ai positionné avant avec mes butées, mais maintenant, j'ai un zéro sur ma pièce. Et je suis arrivé à ce zéro-là en bougeant les manivelles avec la table dans cette direction-là et dans cette direction-ci. Je me suis mis où je me place à zéro. Je me mets à zéro, je me place à zéro. Donc, mes colliers micrométriques sont à zéro. Je connais la direction de mouvement quand j'ai mis le zéro, okay, par là et par là. Et je suis sur mon zéro, en fait, de positionnement. Bon, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Marquer. Donc, je vais marquer mon emplacement de table en X et en Y. Et maintenant, je peux, parce qu'on a vu comment revenir à des zéros là, sur d'autres vidéos que j'ai produites, là. Fait qu'avec cette même technique-là, je peux déplacer ma tête, perdre mon emplacement, je ne sais plus où je suis, retourner la table sur ses butées, sortir le comparateur de cadran et indiquer ma goupille de référence. Là, je ne bouge rien, je ne bouge pas à goupille, je ne bouge pas à table. Je pivote la tête jusqu'à temps que je suis parfaitement aligné avec la goupille. Je serre la tête en place. Je suis donc revenu à mon zéro de référence sur ma machine, donc mon référence machine. Et maintenant, je peux retourner à ma pièce en alignant mes marques, en les dépassant juste un petit peu et en revenant dans la même direction où je suis revenu pour avoir mon zéro lorsque mes marques de craie sont alignées. Bon, bien, cette méthode de repositionnement de tête à l'aide d'un zéro de référence machine, c'est assez complexe, j'avoue, mais c'est une excellente façon de s'assurer de ne jamais se perdre lorsqu'on travaille sur un projet complexe, parce qu'on peut toujours retourner à notre butée qui est fixée de façon permanente et à nos butées et à notre goupille, puis se retrouver si on se perd. Par contre, si on veut faire quelque chose un petit peu plus rapide et moins d'attention aux détails, moins précis, mais très rapide, en anglais on dirait rough and ready, ben, on peut regarder cette dernière méthode. Puis il y en a bien des méthodes, mais c'est la dernière qu'on va regarder ici, de positionnement de la tête. Là, cette dernière méthode, c'est pas la plus précise, hein? C'est probablement la moins précise de tous, et c'est celle qui nous donne le résultat le moins fiable, mais elle est très rapide. Mais comme je mentionnais, cette dernière méthode ben, est vraiment rough. Fait qu'on ne se rendra pas malade avec des comparateurs à cadran, des choses comme ça. Ce que je veux faire ici, c'est maintenir la position de ma tête lors d'un mouvement vertical. Bon, ben, si je suis à l'endroit où je veux être sur ma pièce, puis je ne veux pas bouger rien, je ne veux pas changer mon emplacement, ben, je laisse toute ma table barrée en place, puis je suis où je suis. Mais je veux bouger la tête, puis je sais que lorsque je bouge la tête, je vais perdre mon positionnement. Bon, ben, si j'utilise, comme on peut voir ici, une goupille beaucoup plus longue, là, il faut que ce soit une goupille précise, OK? Ça, c'est important. Puis, elle est montée dans un bloc en V pour m'assurer qu'elle est perpendiculaire à la surface de la table. Bon, ben, ça peut devenir une référence pour un mouvement spécifique. C'est pas quelque chose que je laisse sur la table, c'est éphémère, je l'installe pour un mouvement. Mais je me rends pas malade, fait que c'est très rapide. Je pense que vous auriez jamais imaginé voir une paire de pinces Vice Grip utilisées pour un positionnement de précision. Ben, si on vit assez longtemps, on finit par tout voir. Puis c'est ça qu'on va faire. Donc ici, je vais utiliser une goupille précise que je vais installer dans mon mandrin.
et je veux réellement juste positionner mon X ici, parce que le Y va tomber au bon endroit. Je vais ici venir placer mes goupilles pour que je sois juste légèrement, très légèrement en contact avec le bout de la pince ici. Et ça va me permettre de bouger la tête de la machine. Et avant de le resserrer en place, le pivoter autour pour avoir juste ce même mouvement-là en serrant la tête en place. Et je vais être pas mal assuré d'être pas mal précisément au même endroit que j'étais avant de faire le mouvement vertical. Là, il faut se rappeler que cette dernière technique, elle fonctionne parce que dans le fond, la tête, quand je la déplace verticalement, elle ne bouge pas dans le X et le Y, elle pivote autour de la colonne. Donc, si je positionne ma goupille ici, à peu près, puis c'est pas obligé d'être précis, mais à peu près dans l'axe X à côté de la broche, une fois que je positionne le X et je reborde la tête, le Y tombe naturellement en place. Cette installation, elle est rapide, mais il faut dire également qu'il faut l'installer à chaque fois que je veux faire un mouvement. Là, je ne laisserai pas la goupille en place pendant que je travaille. Elle est vraiment seulement bonne pour chaque mouvement de la tête. Fait que je m'installe rapidement, c'est rough. Je ne me casse pas la tête avec des comparateurs à cadran, puis ça ne vaut pas la peine. Je touche, je m'installe, je suis bon. J'enlève tout ça, je fais ce que j'ai à faire. S'il faut que je rebouge la tête, je remets le bloc en place, puis je recommence. Maintenant, si on récapitulait un peu, on a vu plusieurs méthodes pour maintenir l'alignement de la tête d'une fraiseuse à colonne ronde, mais ces machines-là ont un problème. C'est qu'ils se désajustent chaque fois qu'on veut déplacer la tête. Et on a vu plusieurs méthodes pour contrecarrer le problème. Là, la méthode de prédilection, celle que je suggère qu'on utilise le plus, c'est la technique de l'outil le plus long. Et puis ça, on contrecarre le problème en planifiant. Si ça, c'est pas possible, si ça ne marche pas, parce qu'il y a juste trop d'écart entre l'outil le plus long et le plus court, on peut utiliser une combinaison de machines. Et c'est la deuxième façon que j'attaquerai le problème. Et on a vu que ça donnait un résultat très précis. Et ça, c'est la technique où, on l'a vu là, dans la première vidéo, où on perçait, pointait des trous sur la fraiseuse pour venir les finir sur la perceuse. C'est souvent le cas parce que dans bien des cas, nos outils les plus longs, c'est nos alaisoirs. Puis on veut que ces alaisoirs-là soient flexibles et on veut donc qu'ils soient longs. C'est important pour leur bon fonctionnement. Et c'est souvent eux autres qui nous donnent le problème. Et si on va finir sur une perceuse à colonne précise, on a vu qu'on obtenait d'excellents résultats. Là, la troisième méthode, j'avouerais, c'est une que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais utilisée. Ça, c'est la méthode du laser qu'on pointe sur un mur à distance pour maintenir un alignement. J'ai trouvé ça intéressant et surprenant. Je pense qu'on peut dire qu'en dedans de quelques millièmes de pouce, on peut revenir à notre positionnement original. Et ça, pour moi, vu la simplicité de la méthode, ça le placerait en troisième place. Là, la méthode probablement la plus complexe. Mais la plus sûre, c'est la méthode débutée et de la référence machine. C'est beaucoup d'installation, c'est beaucoup de travail, mais c'est de loin la méthode la plus précise si j'ai à pas utiliser la méthode de bouge pas la tête. Fait que si je bouge la tête, cette référence-là m'aide. Et si je me perds en chemin dans un projet, d'avoir une référence machine, quelque chose où, un endroit où je peux retourner et être certain d'être au bon endroit, c'est toujours plaisant comme sécurité. La dernière méthode, au toucher, c'est la moins précise de tous, mais c'est de loin la plus rapide et la plus facile à utiliser. Fait que ça, c'est une question de simplicité. Si on produit des pièces qui ne sont pas cruciales, en fait, de très haute précision, cette méthode-là est probablement bonne, mais je la placerai quand même en 5e position.
J'aimerais terminer en parlant un petit peu à propos de ces machines à colonnes, parce que j'espère que ce qu'on a présenté ici a répondu à beaucoup de vos questions. Mais il y a une question auquel on n'a pas répondu, puis je la reçois souvent, c'est est-ce qu'on a raison de vouloir acheter ce type de machine? Et ma réponse est oui, dépendant de ce qu'on veut faire. Là, c'est important de dire que j'ai eu le privilège dans ma vie professionnelle de travailler sur les meilleures machines au monde, au Conseil national de recherche du Canada ici. Donc j'ai été très gâté. Mais je fais quoi maintenant? Que je suis à ma retraite, je suis à la maison. Je ne veux pas dépenser des millions et je fais quoi? Ben, je répare ma tondeuse, je fabrique des pièces pour mes bicyclettes ou les bicyclettes ou mes véhicules moteurs ou des choses pour autour de la maison, je répare des choses pour les amis. Ce genre de choses-là, je fabrique des pièces qui doivent être précises, mais on ne parle pas ici de 10 millièmes de pouce. Et pour ça, pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut faire du travail à la maison, ou la productivité, ce n'est pas quelque chose de crucial, bien, ces machines-là sont excellentes. Je veux dire, sont peu dispendieuses et ils font le travail. Mais ils font un petit peu plus lentement. Là, si on veut se lancer en affaires, puis on doit produire des pièces rapidement, puis être très versatile, puis être capable de s'ajuster rapidement, bien évidemment, ce n'est pas le type de fraiseuse que je recommanderais. Une fraiseuse avec un axe vertical là, très précis, ça serait la façon d'aller. Mais pour le travail de tous les jours à la maison, c'est une excellente machine. Et puis, je la recommande, elle ou ce genre de machinerie. Bon, ben, entre-temps, comme je dis toujours, amusez-vous, soyez prudents, c'est incroyablement important. Et bon usinage.